Au début, c'était le vide, rempli d'une infinité de possibilités dont vous faisiez partie. Pourquoi sommes-nous? Que se passe-t-il? D'où venons-nous? Pourquoi suis-je? La mécanique quantique permet... Pourquoi la physique Un quantique? gigantesque iceberg de mécanique. La physique des possibilités. L'esprit suprême. Action émotionnelle. Le cerveau peut faire des milliers de choses. Un réseau de Un neurones. torrent de réactions biochimiques. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit autour de lui et ce dont il se souvient. Des molécules de l'émotion. Nous contrôlons le simulateur holographique. Quelle que soit notre façon de regarder le monde qui nous entoure. Comment peut-on continuer à voir le monde comme une réalité si le moi qui établit qu'il est réel est intangible? Toutes les réalités existent-elles de façon simultanée? Est-il possible que toutes les possibilités puissent exister en même temps? Vous êtes-vous déjà vu avec les yeux de quelqu'un d'autre qui est vous-même? Vous êtes-vous observé vous-même avec les yeux du suprême observateur? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Que devons-nous faire? Et où allons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Là est la question fondamentale, non? Qu'est-ce que la réalité? Ce que je considérais irréel, maintenant me donne l'impression d'une certaine façon plus réel que ce que je considérais réel, et que maintenant je trouve plus irréel. On ne peut pas l'expliquer. Et les gens qui restent bloqués là-dessus, les gens qui passent trop de temps à l'expliquer, peuvent finir par se perdre comme Alice dans le terrier du mystère. Je pense que plus on étudie la physique quantique, plus elle devient mystérieuse et merveilleuse. La physique quantique, pour l'expliquer très brièvement, est une physique des probabilités. Ce sont des questions. Ce sont des questions qui abordent le sujet de savoir comment trouve-t-on le monde et de vérifier s'il y a une différence entre la façon dont on le voit et comment il est en réalité. Avez-vous réfléchi sur la composition des pensées? Je pense que certaines choses que nous voyons de nos jours chez des enfants est une preuve que la culture suit un patron erroné et qu'elle ne valorise pas le pouvoir de la pensée. Chaque ère, chaque génération fait des suppositions inhérentes. D'abord que la Terre est plate, ensuite qu'elle est ronde, etc. Il y a des centaines de suppositions occultes, des affirmations qui peuvent être vraies ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'historiquement, dans l'immense majorité des cas, elles ne sont pas vraies. Comme quoi, il faut supposer que si nous nous guidons au travers de l'histoire, beaucoup de choses que nous considérions acquises sont tout simplement fausses. Mais nous sommes prisonniers de ces préceptes, souvent sans le savoir. C'est cela un modèle. Le matérialisme moderne prive les gens du besoin de se sentir responsables. Et très souvent, la religion fait la même chose. Mais si nous prenons la mécanique quantique au sérieux,
il ne peut pas fuir des responsabilités et il obtient des réponses qui ne sont ni claires ni réconfortantes. La mécanique quantique te dit « Oui, le monde est quelque chose de très agréable, de très mystérieux. Le mécanisme n'est pas la réponse, mais je n'ai pas l'intention de te donner la réponse, parce que tu es suffisamment grand pour prendre tes décisions. » Toutes les personnes sont-elles un mystère? Toutes les personnes sont-elles une énigme? Sans aucun doute. Le fait de se poser ces questions plus profondes crée de nouvelles façons d'être dans le monde. C'est un souffle d'air frais. Cela rend la vie plus heureuse. Le véritable tour de magie de la vie, ce n'est pas d'être dans le vif, mais dans le mystère. Que sait-on vraiment de la réalité? Pourquoi n'arrêtons-nous pas de recréer la même réalité? Pourquoi n'arrêtons-nous pas d'avoir les mêmes relations? Pourquoi n'arrêtons-nous pas de faire le même travail encore et encore? Nous avons une infinité de possibilités autour de nous. Pourquoi n'arrêtons-nous pas de recréer les mêmes réalités? Vous ne trouvez pas ça incroyable qu'il existe des options et des possibilités, mais que nous n'en soyons pas conscients? Est-ce possible que nous soyons tellement conditionnés par la vie quotidienne, tellement conditionnés par la façon de construire notre vie, que nous acceptons l'idée que nous n'exerçons aucun contrôle? Nous sommes conditionnés pour croire que le monde extérieur est plus réel que le monde intérieur. Et cette nouvelle science nous dit justement le contraire. Elle affirme que ce qui nous arrive à l'intérieur crée ce qui se passe à l'extérieur. Il y a une réalité physique qui est solide comme la pierre, et en échange, pour le dire d'une certaine façon, celle-ci n'existe que quand elle choque avec une autre pièce de la réalité physique. Cette autre pièce peut être nous. Et bien sûr, nous avons des faiblesses pour ces moments-là. Mais il n'y a pas de raison que ce soit nous. Ça peut être une pierre qui par hasard passe en volant et interagit avec la masse diffuse des choses, et qui certainement provoque que la masse adopte une existence concrète. Dans le passé, il y a eu des philosophes qui ont dit « Voyons, si je donne un coup de pied à une pierre et je me fais mal au doigt, c'est réel. Je le sens, ça paraît réel, c'est intense, et ça veut dire que c'est la réalité. Mais cela reste une expérience, et ce n'est que la perception du réel de cette personne. » Certaines expériences scientifiques ont démontré que si tu prends une personne et que tu lui connectes le cerveau à certains scanners de tomographie par émission de positrons ou à une certaine technologie informatique et que tu lui demandes qu'il mesure un objet, certaines parties du cerveau s'illuminent. Après, si tu lui demandes qu'il ferme les yeux et qu'il imagine le même objet, ce sont les mêmes parties du cerveau qui s'illuminent. Comme si, à cet instant, il observait l'objet. Par conséquent, les scientifiques sont revenus en arrière et se demandent la chose suivante. Qui est-ce qui voit? Le cerveau? Les yeux? Qu'est-ce que la réalité? C'est ce que nous voyons avec le cerveau? Ou c'est ce que nous voyons avec les yeux? Et la vérité, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit dans son cadre et ce dont il se rappelle, parce que ce sont les mêmes réseaux de neurones qui s'activent. Alors apparaît la question, qu'est-ce que la réalité? On reçoit de l'information en grande quantité qui entre dans notre corps et on l'analyse. Elle s'introduit par les organes et les sens et se filtre à chaque étape. Nous éliminons de l'information. Finalement, ce qui émerge de la conscience est ce qui nous intéresse le plus personnellement. Le cerveau analyse 400 000 millions de bits d'informations par seconde. Mais nous ne sommes conscients que de 2000. Et la conscience de ces 2000 bits d'informations est exclusivement sur l'entourage, le corps et le temps.
Nous vivons dans un monde où nous ne voyons que la pointe de l'iceberg. La pointe géante typique d'iceberg de mécanique quantique. Bonjour! Alors, tu as pris beaucoup de photos? Non. Oh, quel dommage. Enfin, on se voit un peu plus tard. Si le cerveau traite 400 000 millions de bits d'informations, et nous avons conscience que de 2000, cela veut dire que la réalité se crée dans le cerveau en permanence. Il reçoit cette information, et cependant nous ne l'avons pas intégrée. Les yeux sont comme les lentilles, mais le film que l'on voit n'est que la partie arrière du cerveau. Cela s'appelle la croûte visuelle. Elle est là, derrière. Elle est comparable à la caméra et son film. Saviez-vous que le cerveau fixe ce qu'il est capable de voir? C'est important. Par exemple, cette caméra voit beaucoup plus autour d'elle de ce qu'il y a ici. Parce qu'elle n'a ni objection, ni critère. Le seul film qui se projette dans notre cerveau est celui que nous sommes capables de voir. Est-ce possible que les yeux, nos caméras, voient plus que ce que notre cerveau est capable de projeter consciemment? Notre cerveau est connecté de telle façon que nous ne voyons que ce que nous considérons possible. Nous mélangeons des patrons qui existent déjà à l'intérieur de nous-mêmes par le conditionnement. Il y a une histoire merveilleuse que je crois vraie. Quand les bateaux de colons s'approchaient des îles des Caraïbes, les Indiens, les indigènes américains, ne les voyaient pas. Ils étaient tellement différents de tout ce qu'ils avaient vu auparavant qu'ils n'étaient pas capables de les voir. Quand la flotte de colons est arrivée aux Caraïbes, aucun natif n'a pu voir les bateaux, même s'ils étaient présents à l'horizon. La raison, c'est que dans leur cerveau, il n'y avait aucune connaissance ni aucune expérience de l'existence des caravelles. Le chaman commence enfin à remarquer des ondulations sur la mer, mais ne voit aucun bateau, et commence à se demander ce qui peut bien les provoquer. Il va tous les jours à la plage, et il regarde et regarde. Et après un certain temps, il est capable de voir les bateaux. Et une fois qu'il les a vus, il raconte à tout le monde que dans la mer, il y a des bateaux. Comme tout le monde lui fait confiance et le croit, ils commencent tous à les voir aussi. Nous créons la réalité. Nous sommes des machines productrices de réalité. Nous sommes en permanence en train de créer les effets de la réalité. Nous percevons toujours les choses après les avoir vues reflétées dans le miroir de la mémoire. Par rapport au fait que nous vivons simplement dans un grand simulateur graphique, c'est une question à laquelle nous n'avons pas de bonne réponse. Je crois que c'est un grand problème philosophique auquel il faut s'affronter en tenant compte de ce que peut dire la science sur le monde, parce que pour la science, nous sommes toujours les observateurs. Nous restons ignorants de ce qui arrive finalement au cerveau, qui nous permet de voir et de percevoir les choses. Et il existe la possibilité que tout cela ne soit qu'une grande illusion de laquelle nous ne pouvons pas sortir pour voir ce qu'il y a réellement à l'extérieur de celle-ci. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. À l'extérieur, il n'y a pas d'extérieur indépendant de ce qu'il se passe à l'intérieur. Tu vas bien? Avant, je t'ai entendu crier. Tu as encore rêvé? Tu étais une Indienne
et tu voyais comment les bateaux de colons apparaissaient du néant. Waouh! Et un ensorceleur te tapait. Cool! Et peut-être était-ce une vie passée, ou une réalité parallèle, ou une vie future. Sois réaliste. Ou peut-être que le rêve essayait de te dire la vérité. Tout dépend de ce que chacun considère réel. Essaye d'autres pastilles pour l'anxiété. Mes pastilles me font du bien, merci. Bon. Il faut que j'aille m'habiller. J'espère que tu vas mieux, Amanda. Oh, Amanda, quelle idiote tu fais. En réalité, il y a des choix dans les chemins de la vie qui dépendent en grande partie que des petits effets quantiques ne s'effacent pas. Tout d'abord, parlons du monde subatomique. Et après, nous parlerons de ce qu'il nous dit sur la réalité. Ce que je veux vous expliquer d'abord du monde subatomique, c'est que ce n'est qu'une fantaisie inventée par des physiciens fous qui essayent de découvrir ce qu'il se passe quand ils font leurs petites expériences. Par petites expériences, je comprends beaucoup d'énergie dans des espaces réduits et en peu de temps. Avec ces dimensions, elles se convertissent en une folie. La physique subatomique a été inventée pour essayer de découvrir tout cela. Pour cela, nous avons besoin d'une nouvelle science qui s'appelle physique quantique et qui est accrochée à toute une gamme d'hypothèses, idées, opinions et intuitions contestables sur ce qui se passe en réalité. La matière n'est pas ce que pendant longtemps nous avons cru qu'elle était. Pour les scientifiques, la matière a toujours été une sorte de chose qui ne va pas plus loin que du statique et prévisible. Dans tous les atomes et toutes les molécules, dans l'espace qu'il y a dans eux, les particules fondamentales occupent une quantité insignifiante du volume d'un atome ou d'une molécule. Le reste, c'est du vide. D'après ce que je vois, les particules apparaissent et disparaissent tout le temps. Où vont-elles quand elles ne sont pas ici? C'est une question délicate. Je vais vous donner deux réponses. Réponse numéro 1. Elles vont dans un univers alternatif où les gens se posent les mêmes questions sur ces particules lorsqu'elles viennent dans notre univers. Ils disent, où iront-elles? Il y a un grand mystère, appelé le mystère de la direction du temps. Il y a une certaine sensation, comme quoi les lois fondamentales de la physique que nous avons ne font pas de différence intéressante entre eux, disons le passé et le futur. Par exemple, du point de vue des lois fondamentales de la physique, le fait que l'on puisse se rappeler du passé reste une énigme. Et nous n'avons pas le même genre d'accès épistémologique au futur. Du point de vue de ces lois, c'est un mystère de savoir pourquoi nous pensons certaines choses, comme par exemple, en agissant maintenant, nous pouvons avoir une influence sur le futur, mais pas sur le passé. Avoir un accès épistémologique différent au passé et au futur, que si nous agissons dans le présent, nous avons un certain contrôle du futur, mais pas du passé. Ces choses sont tellement fondamentales dans la façon d'expérimenter le monde que je considère que de ne pas s'intéresser à elles, c'est comme être pratiquement mort. Vous voulez bien me lancer le ballon? Ne vous mettez pas dans cet état. Nous allons jouer. Regardez, vous lui plaisez. On joue 1 contre 1. Ça fait longtemps que vous ne jouez pas. Allons, vous avez le ballon, vous pouvez lancer. Non, non, madame. Depuis là-bas, non. Vous êtes dehors. Vous devez être sur le terrain pour pouvoir jouer.
au territoire du duc de Réginald des possibilités sans fin. En plus, si vous ne marquez pas, vous ne partez pas. Ça fait mal. Ça ne vous a pas touché? Non. Hé, il n'est pas solide. Ce ballon est presque vide. L'univers est presque vide. Il nous plaît de penser que l'espace est quelque chose de vide et la matière quelque chose de solide. Mais en réalité, dans la matière, il n'y a rien du tout. Elle est complètement incorporée. Jetez un œil à un atome. Nous l'imaginons comme une sorte de ballon vide. Après, nous disons, bon, en réalité, non. C'est un petit point de matière extrêmement dense, juste au centre, entouré d'une sorte de nuage spongieux de probabilités d'électrons qui existent et cessent d'exister en permanence. Mais après, en réalité, même ça, ce n'est pas juste. Même le noyau que nous imaginons tellement dense existe et cesse d'exister avec autant de facilité que les électrons. Le plus solide que l'on puisse dire de toute cette matière incorporelle, c'est qu'elle ressemble plus à une pensée, comme un bit concentré d'informations. Ce qui forme les choses ne sont pas des choses, mais ce qui forme les choses sont les idées, les concepts, l'information. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de contact. Ces électrons se chargent et poussent les autres électrons avant qu'ils ne se couchent. Alors personne ne touche rien. Allons, laissez vos affaires par terre. On vous les prendra pas. Je vous l'ai dit, c'est mon territoire. Il n'y a pas de problème. Longtemps sans jouer? Je suis en retard. Seule l'expérience consciente nous donne l'impression d'avancer dans le temps. Dans la théorie quantique, nous pouvons revenir en arrière. Revenez en arrière. Que se passe-t-il? Rappelez-vous, il est vide. Comment tu sais ces âneries? Je lis les BD du docteur Combien. Tout le monde pense que ce sont des trucs de gamins, mais ils sont réels. Alors, je fais de la magie sur le terrain. Oui. Moi, je choisis toujours d'abord l'enfant prodigue. Il a des pouvoirs magiques. Le docteur Combien dit que tout le monde en a. Que tout le monde les utilise. Qu'on les utilise toujours. Chaque fois que quelqu'un regarde. Quand tu ne regardes pas, c'est comme une onde. Quand tu regardes, c'est comme une particule. Quand tu ne regardes pas, il y a des ondes de possibilités. Quand tu regardes, il y a des particules d'expérience. Une particule que nous imaginons comme quelque chose de solide, en réalité existe dans ce qui s'appelle une superposition, une onde dépliée de positions possibles. Elle s'y trouve dans tout en même temps, mais au moment où tu la regardes, elle se met dans une seule des positions possibles. La superposition quantique implique qu'une particule puisse être dans deux ou plusieurs endroits ou états à la fois. Ceci est un concept très singulier et une des caractéristiques du monde quantique. Les surhommes utilisent la superposition dans un monde avec des espaces de possibles réalités, jusqu'à ce qu'on choisisse. Les héros choisissent ce qu'ils veulent. Être dans plein d'endroits en même temps, expérimenter plusieurs possibilités à la fois, et après tomber au même endroit. La question est, jusqu'où vous voulez aller dans le fond du terrier ?
Comment un système ou un objet peut être dans 2 ou plusieurs endroits en même temps? C'est très simple. Il faut ne pas penser que les choses sont des choses. Nous avons tous l'habitude de penser que ce qui nous entoure existe sans que nous n'intervenions, sans que nous choisissions. Il faut enterrer cette façon de penser. Au lieu de ça, il faut admettre que même le monde matériel qui nous entoure, les chaises, les tables, les chambres, le tapis, la caméra aussi, ne sont autres que des mouvements possibles de la conscience. À chaque instant, ce que je fais, c'est choisir parmi tous ces mouvements pour ressentir l'expérience de la réalité. Celle-ci est la seule réflexion radicale qu'il faut faire. C'est sans doute très radical et difficile parce que nous sommes habitués à penser que le monde est là indépendamment de notre expérience. Mais ce n'est pas le cas. La physique quantique l'explique clairement. Heisenberg lui-même, co-découvreur de la physique quantique, dit que les atomes ne sont pas des choses. Ce ne sont que des tendances. Ainsi donc, au lieu de penser à des choses, il faut penser à des possibilités. Tout n'est que possibilité de la conscience. Maintenant, on peut voir dans beaucoup de laboratoires des États-Unis des objets suffisamment grands à l'œil nu, situés à 2 endroits en même temps. On peut même les photographier. Mais j'imagine que si tu montrais une photo, les gens diraient « Ah, très bien, ceci est une tache de lumière, j'en vois un peu ici, et un autre là, il y a donc 2 points. Et alors ?» Tu dirais « Regarde dans cette chambre, ça se voit. » Oui, mais je vois 2 choses. Non, ce ne sont pas 2 choses, c'est une chose. C'est la même chose à 2 endroits différents. Je ne suis pas sûr que les gens resteraient bouche bée, parce que je crois que les gens n'y croiraient pas. Je ne veux pas dire qu'ils diront « c'est un mensonge » ou « les scientifiques sont désorientés ». Je crois que c'est tellement mystérieux que tu ne peux même pas arriver à le comprendre, tellement c'est incroyable. Et en plus, les gens ont vu Star Trek et d'autres choses. Télétransporte-moi, Scotty. On dirait une sorte de... Bon, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce qu'il faut faire, c'est s'arrêter et penser à ce que ça veut réellement dire. Que c'est le même objet et qu'il est à 2 endroits différents en même temps. Et les gens font des expériences dans les laboratoires, se fâchent, mangent, rentrent chez eux et vivent comme si absolument rien d'incroyable n'était en train de se passer. Pourquoi faut-il le prendre comme ça? Et pourtant, il y a là quelque chose d'étonnant et de magique devant tes yeux. La physique quantique ne fait que calculer des possibilités. Mais si nous acceptons ça, une question inévitable surgit. Qui ou quoi choisit entre les possibilités pour que le propre événement de l'expérience se produise? Immédiatement, sur le moment, nous voyons que la conscience a un rôle. Nous ne pouvons pas simplement oublier l'observateur. Nous savons ce que fait l'observateur depuis le point de vue de la physique quantique, mais nous ne savons pas qui ou quoi est l'observateur en réalité. Et cela ne veut pas dire que nous n'avons pas essayé de trouver les réponses. Nous avons cherché, nous nous sommes mis dans sa tête, nous sommes entrés dans chaque orifice à la recherche de quelque chose, observateur. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne dans le cerveau. Il n'y a personne dans les aires corticales. Il n'y a personne dans les aires sous-corticales ou dans le système limbique du cerveau. Il n'y a personne appelé observateur. Et même ainsi, nous avons tous l'expérience d'être quelque chose appelé observateur, qui observe le monde. C'est cela l'observateur? Quelque chose de si compliqué pour la compréhension? Un monde insensé et étrange de particules quantiques et de leurs réactions? C'est cela donc l'observateur? Dans mon modèle, l'observateur est l'esprit qui est dans le costume biocorporel de 4 couches. C'est comme l'âme de la machine. C'est la conscience qui conduit le véhicule. Il observe l'entourage. Le costume biocorporel de 4 couches possède tous les genres de systèmes sensoriels pour capter des altérations de l'entourage.
Raph, elle est passée où, la dame? Chez les extraterrestres? Avec le monstre du Loch Ness? Un rendez-vous d'amour? À Washington, D.C., connue comme la capitale mondiale du crime, une grande expérience a été mise en place en été 1993. 4000 volontaires sont venus de 100 pays pour méditer simultanément pendant de longues périodes de temps, pendant toute une journée. Ils avaient prédit qu'avec un groupe aussi grand, cet été-là, le taux d'actes violents, selon les critères du FBI, baisserait d'environ 25% à Washington. Le chef de police fit une déclaration à la télévision en ces termes. Eh bien, cet été, à Washington, il faudrait qu'il neige 60 cm pour que le taux de crime baisse de 25%. Mais finalement, la police devint un des collaborateurs et auteurs de l'étude, parce que les résultats prouvèrent que le taux d'actes violents avait effectivement baissé de 25%. Et cela avait pu être prédit au travers de 48 études précédentes réalisées dans une moindre mesure. Évidemment, cela nous amène à nous demander, les gens influencent-ils dans le monde de la réalité qu'ils voient? C'est sûr, chacun d'entre nous influence la réalité qu'il voit, même quand nous essayons de le cacher et de nous faire passer pour des victimes. Nous influençons tous. Dis-moi où tu es. Bien. Mais dépêche-toi, s'il te plaît. Ces modèles sont en train de me tuer. 10 minutes! Cette exposition dans le métro nous vient du Japon. Elle est signée Masaru Emoto. Monsieur Emoto commença à s'intéresser énormément à la structure moléculaire de l'eau et à ce qui peut la perturber. L'eau est le plus réceptif des 4 éléments. Monsieur Emoto pensa que cela pouvait avoir une relation avec des événements non physiques et c'est pourquoi il mit en place des séries d'études et utilisa des simulacres mentaux et les photographia avec un microscope. La première est une photographie de l'eau du barrage de Fujiwara. Et cette photo est de la même eau après qu'un moine bouddhiste zen l'ait bénite. Dans la série suivante de photos, M. Emoto imprima des mots, il les colla avec du ruban adhésif sur des bouteilles d'eau distillée et les laissa ainsi une nuit. Cette première photo est de l'eau distillée pure, ce n'est que l'essence. Les photos suivantes, comme vous pouvez le voir, sont différentes. Ceci est le chi, la force vitale de l'amour. Et ici nous avons merci. Vous voyez ici, là, où il l'a collé sur la bouteille. Si vous parlez japonais, vous vous êtes déjà rendu compte. Monsieur Emoto considère que la pensée ou l'intention sont l'âme mater de tout ça. On méconnaît la science de comment la pensée agit en réalité sur les molécules. Les seuls à la connaître sont les molécules de l'eau, bien sûr. Et c'est fascinant si l'on tient compte que 90% de notre corps est d'eau. Il y a de quoi réfléchir, n'est-ce pas? Si la pensée seule fait cet effet à nous, quel effet ont les pensées sur nous? Oui, la pensée peut changer le corps complètement. Presque personne ne peut bouleverser la réalité de façon systématique et importante, parce que presque personne se considère capable de le faire. Les gens écrivent une intention, et après, ils l'effacent parce qu'ils la considèrent stupide. Ils pensent « je ne peux pas le faire ».
et il recommence à l'écrire, et il l'efface encore. Dans l'intervalle corporel, cela a un tout petit effet, et c'est dû, tout simplement, au fait que ces personnes pensent qu'elles ne peuvent pas le faire. Si tu acceptes dans toutes les parties de ton être que tu peux marcher sur l'eau, pourras-tu le faire? Oui. Mais c'est comme la pensée positive. La pensée positive est une grande idée. Mais normalement, ce que ça veut dire, j'ai une petite couche de pensée positive qui cache la grande masse de pensées négatives. Être positif ne veut donc pas forcément dire penser de façon positive, mais cacher les pensées négatives que nous avons. Quand tu penses aux choses, tu convertis la réalité en quelque chose de plus concret que ce qu'elle est. C'est pourquoi nous n'avançons pas. Nous n'avançons pas à cause de la monotonie de la réalité. Parce que si la réalité est concrète, évidemment, je suis insignifiant et donc je ne peux pas la changer. Mais si la réalité est ma possibilité, la possibilité de la propre conscience, alors, immédiatement surgit la question de comment puis-je changer la réalité? Comment puis-je l'améliorer? Comment puis-je la rendre plus agréable? Vous voyez comment on peut prolonger l'image de nous-mêmes? Selon l'ancienne façon de penser, je ne peux rien changer parce que je ne joue aucun rôle dans la réalité. La réalité est déjà là. Ce sont des objets matériels qui bougent à leur façon, selon les lois déterministes. Les mathématiques déterminent ce qu'ils feront dans chaque situation. Moi, celui qui expérimente, je n'ai aucun rôle. Selon la nouvelle façon de le voir, les mathématiques peuvent bel et bien nous apporter quelque chose. Elles nous présentent les différentes possibilités que tous ces mouvements peuvent adopter, mais elles ne nous donnent pas l'expérience réelle que j'aurai dans ma conscience. Moi, je choisis cette expérience. Et donc, littéralement, je crée ma propre réalité. Cela peut paraître une phrase grandiloquente, prononcée par un fan du New Age qui n'y connaît rien à la physique. Mais c'est ce que nous dit la physique quantique. Salut! Ça a été cette session? Mal! Ton patron a téléphoné. Il est très inquiet pour toi. Amanda, je veux te remercier de me laisser rester ici. Je sais que parfois, enfin, j'exagère un peu. Je sais qu'après ce qui s'est passé avec Bob, ça a été dur. Et tu as été super avec moi. Enfin, je salis tout. Après, je lave si tu veux, hein, mais je sais que c'est pas ton style. Parfois, je pense que tu m'ouvres les yeux. Moi? Si je fais ça à quelqu'un, c'est qu'il a des problèmes. Enfin, je t'ai fait quelque chose, un cadeau, pour te remercier. Ouvre-le. J'ai pris tes photos, celles qui me plaisaient le plus. Amanda, je veux te remercier de me laisser rester ici. C'est... Oh! C'est pour les merveilleuses photos que tu vas bientôt faire. J'ai eu une journée bizarre. Merci. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi suis-je ici? Quel est l'objectif de la vie? Où vais-je? Que se passera-t-il quand je mourrai? Pourquoi y a-t-il des choses? Qu'est-ce que la réalité? Ça donne de quoi penser, n'est-ce pas? Il y a de quoi réfléchir, n'est-ce pas? Si la pensée fait La pensée seule fait cet effet à nous. Quel effet auront sur Quel nous nos effet propres auront pensées pensées sur nous?
Ce sont les... La réalité inclut aussi... Avec succès. Avez-vous déjà pensé à la composition des pensées? Y a-t-il une substance de la pensée? J'imagine que ça dépend de ce que chacun considère réel. Le monde sont des lignes de possibilités de temps dans un monde avec des espaces de réalité. Jusqu'à ce que les réalités du champ quantique existent-elles en même temps? Toutes les réalités du champ quantique existent-elles en même temps? C'est quelque chose que tu ne peux pas arrêter. Il y a des mondes différents dans lesquels on vit, dans le sens littéral. Il y a le monde macroscopique que nous voyons. Ensuite, il y a le monde de nos cellules, le monde de nos atomes, le monde de nos nucléotides. Ce sont tous des mondes totalement différents. Ils ont leur langue, leurs mathématiques. Ils ne sont pas que petits. Ils sont totalement différents entre eux. Mais ils se complètent, parce que je suis mes atomes, mais je suis aussi mes cellules. Je suis aussi ma physiologie macroscopique. Tout est vrai. Tout ce qu'il se passe, c'est que la réalité a plusieurs niveaux. Le niveau le plus profond de la vérité découvert par la science et la philosophie, c'est la vérité fondamentale de l'union. Dans le niveau subnucléaire le plus profond de notre réalité. Vous et moi, nous sommes, dans le sens littéraire, un. Je me réveille le matin et consciemment je crée la journée comme je veux qu'elle soit. Parfois, comme mon cerveau examine tous les événements qui pourraient se produire et dont j'ai besoin, je mets du temps à arriver à créer la journée. Mais en définitive, quand je crée la journée à partir du néant, de petits événements inexplicables surgissent. Et je sais qu'ils sont le processus ou le résultat de ma création. Et plus je le fais, plus grandit dans mon cerveau le réseau neuronal, qui me permet d'accepter que cela est possible, ce qui me donne le pouvoir et me stimule pour pouvoir le refaire le lendemain. Dans le phénomène de la dépendance, nous avons une grande et superbe opportunité de déchiffrer la différence entre l'intangibilité de la noblesse de notre caractère et la question quotidienne de savoir comment se révèle ce caractère au travers du corps dans un monde tridimensionnel. Église Saint-Paul de la Roche, mariage Filopski-Oumansky. Je déteste le mariage. Et nous nous rendrons compte que la dépendance est la sensation d'un flux chimique qui est tombé en cascade sur les corps au travers de toute une gamme de glandules et de glandules endocrines, ainsi que du liquide céphalo-rachidique. C'est une sensation que certains ont appelée fantaisie sexuelle. Un homme n'a besoin que d'une fantaisie sexuelle pour s'exciter. En d'autres termes, nous n'avons donc besoin que d'une seule pensée pour qu'un homme ait une érection. Mais cela n'a pas été provoqué par un fait extérieur. Ce qui l'a provoqué était en lui-même. Oh, oh, bonjour Amanda, je ne t'avais pas vu. Coupable. Un mariage? Non, Franck. Mais c'est une super mission. Essaye de le voir comme ça. Y a rien à voir. Je fais. Ça y est. Ah, mon Dieu, Amanda, tu vis dans le passé. Tout ce qui t'arrive est en relation avec ton passé. Tu détestes les églises, tu détestes les mariages et tu détestes les mecs. Je veux que tu ailles jeter un coup d'œil. C'est pas la peine. Je me suis mariée à Baf. Je sais, c'est moi qui ai fait les photos. Tu te rappelles? Il y a trop de souvenirs qui te cachent la vue. Amanda, tu sais que tu es la meilleure photographe que j'ai. Et je veux que tu fasses de bonnes photos.
Tu sais quoi, tu as besoin d'un bon mariage polonais. Et attention avec tous ces catholiques là-bas, hein. Tu veux parler du prêtre? Allez, dégage d'ici. Au revoir. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'idées sur ce que pouvait être Dieu. Et maintenant, je me rends compte que je ne suis pas suffisamment conscient pour comprendre réellement ce que veut dire ce concept. Nous ne sommes qu'un avec le grand être qui me créa, qui m'emmena ici, qui forma les galaxies et les univers, etc. Comment s'est éliminé ce truc de la religion? Ce ne fut pas difficile. Une grande partie des problèmes que la religion et divers mouvements philosophiques ont provoqués au cours des siècles ont été des erreurs. Parce qu'ils commencent avec l'idée que Dieu est un être différent et séparé de nous, que je dois vénérer, auquel je dois me dédier, dont je dois prendre soin, faire plaisir et dont j'espère une récompense à la fin de ma vie. Et Dieu n'est pas ça. Cela est un blasphème. Dieu est quelque chose de très ample. Quelques-unes des parties, la plupart des parties, sont en relation avec la religion organisée. C'est quelque chose que je fuis. C'est quelque chose qui, je crois, a beaucoup porté préjudice au monde. A fait du mal aux femmes, a fait du mal aux peuples opprimés, a fait du mal au World Trade Center. Et pourtant, en même temps, nous avons l'archétype d'une grande science. La science qui s'est le plus rapprochée de l'explication de l'interprétation de Jésus, qui disait qu'une graine de moutarde était plus grande que le royaume des cieux. Et la seule science qui peut être adaptée à cette analogie est la physique quantique. Maintenant, nous avons la technologie de pointe, des aimants contre la gravité et des champs magnétiques d'énergie point zéro. Nous avons tout cela. Et malgré tout, nous avons toujours un concept des plus horribles et superstitieux, ainsi que retardé de Dieu. Les gens acceptent les règles sans problème quand on les menace avec de grandes phrases sur une punition éternelle. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et une fois qu'on commence à se poser des questions sur les images caricaturales traditionnelles de Dieu, les gens pensent que tu es agnostique ou athée, ou un subversif de l'ordre social. Dieu doit être plus grand que la plus grande des faiblesses humaines, mais aussi de la grandeur de l'agilité humaine. Dieu doit même faire transparaître nos meilleures actions en essayant d'imiter la nature dans sa magnificence absolue. Comment un homme ou une femme peut pécher contre un esprit aussi grand? Comment une petite unité de carbone de la Terre, un lieu écarté de la Voie lactée, dans le plus éloigné des endroits, peut trahir le Dieu Tout-Puissant? C'est impossible. Le comble de l'arrogance est le comble du contrôle de ceux qui créent Dieu à leur image et ressemblance. Et maintenant, je vous présente Monsieur et Madame Richard Filipowski. Le cerveau, lorsqu'il active les pensées, peut être comparé avec un paysage de nuages. L'espace synaptique est le ciel qui est situé entre la tempête et la Terre, le récepteur de la Terre.
On voit un nuage qui présage l'obscurité, qui s'agite dans le ciel. On voit les pulsions électriques qui bougent au travers de lignes de lumière. Et on voit comment elles arrivent au sol. Quand le cerveau offre une idée cohérente, on dirait une tempête électrique. Personne n'a jamais vu une idée. Ce que l'on voit en neurophysique, c'est comment la tempête augmente sur différents cadrans du cerveau. Il s'agit d'aires qui sont tracées dans le corps et auxquelles une personne doit réagir. Une image holographique. Rage, assassinat, haine, compassion, amour. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit dans son entourage et ce dont il se souvient, parce que ce sont les mêmes réseaux neuronales qui s'activent. Le cerveau est formé par des mini-cellules nerveuses appelées neurones. Ces neurones ont des ramifications très petites qui sortent d'elles et se connectent à d'autres neurones pour former ainsi un réseau neuronal. Dans chaque point de connexion, une pensée ou un souvenir se construit. Le cerveau crée tous les concepts à partir de la mémoire associative. Par exemple, les idées, les pensées et les sentiments sont tous construits et interconnectés dans ce réseau neuronal. Et ils peuvent tous se mettre en relation entre eux. Le concept et le sentiment d'amour, par exemple, sont emmagasinés dans cet épais réseau neuronal. Mais nous créons le concept de l'amour à partir de beaucoup d'autres idées. Certaines personnes ont l'amour en relation avec la déception. Quand ils pensent à l'amour, ils expérimentent le souvenir de la douleur, le manque, le mécontentement et même la colère. La colère peut être en relation avec la peine et peut être en relation avec une personne concrète. Nous construisons des modèles sur comment on voit le monde extérieur. Et au fur et à mesure que nous accumulons de l'information, on polit le modèle d'une façon ou d'une autre. En dernier lieu, ce que nous faisons, c'est nous raconter à nous-mêmes une histoire sur ce qu'est le monde extérieur. N'importe quelle information que nous traitons, n'importe quelle information que nous prenons de notre entourage est toujours baignée d'expériences que nous avons vécues et par la réaction émotionnelle que nous avons devant ce que nous sommes en train d'introduire. Qui est assis à la place du mort quand nous contrôlons nos émotions ou quand nous réagissons en face d'elle? La physiologie nous dit que les cellules nerveuses qui s'activent simultanément sont connectées. Lorsque l'on fait quelque chose une fois et qu'on le refait plusieurs fois, ces cellules nerveuses ont une relation prolongée. Si tous les jours tu te fâches, si tous les jours tu te sens frustré, si tous les jours tu souffres, si dans ta vie tu donnes des motifs pour être une victime, tous les jours tu te reconnectes et tu réintègres le réseau neuronal. Et ce réseau neuronal a déjà une relation de longue durée avec ces autres cellules nerveuses appelées identités. On sait aussi que les cellules nerveuses qui ne s'activent pas simultanément ne se connectent pas. Elles arrêtent d'avoir une relation de longue durée. Parce que chaque fois que nous interrompons le processus de la pensée, cela provoque une relation chimique dans le corps. Chaque fois que nous l'interrompons, ces cellules qui sont connectées commencent à rompre cette longue relation. Quand on commence à interrompre et que nous observons, non pas au travers de stimulus ou réactions automatiques, mais au travers de l'observation des effets qu'elles supposent, nous ne sommes plus la personne émotionnelle consciente avec un corps et un esprit qui réagit dans son entourage comme si c'était quelque chose d'automatique. Cela veut-il dire que les émotions sont bonnes ou mauvaises? Les émotions sont conçues pour renforcer chimiquement quelque chose dans la mémoire à long terme. Toute émotion est une substance chimique gravée de façon holographique. La chimie la plus sophistiquée de l'univers est là. Il y a une partie du cerveau appelée l'hypothalamus. L'hypothalamus est comme une mini-usine. C'est un endroit où certaines substances chimiques se rencontrent, qui sont en relation avec certaines des émotions que nous expérimentons. Ces substances chimiques s'appellent les peptides. Ce sont des petites chaînes d'acides aminés. Dans l'essence, le corps est une unité de carbone qui fabrique au total une vingtaine d'acides aminés différents pour avoir la formule de sa structure physique.
Le corps est une machine à produire des protéines. Dans l'hypothalamus, nous prenons une petite chaîne de protéines, appelées les peptides, et nous les assemblons dans des neuropeptides précis ou neurohormones qui correspondent aux états émotionnels que nous expérimentons chaque jour. Ainsi donc, il y a des substances chimiques pour le mécontentement et des substances chimiques pour la tristesse. Il y a aussi des substances chimiques qui font que l'on se sente victime, et d'autres pour le plaisir. Il y a une substance chimique pour chaque état émotionnel que nous expérimentons. Au moment même où nous expérimentons un état émotionnel dans le corps ou dans le cerveau, l'hypothalamus assemble immédiatement le peptide et après le lâche par la glande pituitaire dans le flux sanguin. Quand il arrive dans le sang, il suit son chemin jusqu'aux différents centres et différents endroits du corps. Chaque cellule du corps a des récepteurs à l'extérieur. Chaque cellule du corps possède des récepteurs à l'extérieur. Une cellule peut avoir des milliers de récepteurs qui étudient sa superficie, en s'ouvrant au monde extérieur d'une certaine façon. Quand un peptide s'en prend à une cellule, littéralement, il fait office de clé et s'insère dans une serrure, se met à la superficie du récepteur, s'accroche à lui, le bouge et, comme s'il sonnait à la porte, il envoie un signal à la cellule. Éclatons-nous! En arrivant à l'âge adulte, presque tous ceux qui avons eu des problèmes dans la vie, nous nous mettons dans un endroit émotionnellement égaré et nous agissons comme si nous étions toujours dans le passé. Qu'est-ce que c'est? Un combiné. Autant dans le lieu écarté que dans celui des réactions émotionnelles trop exagérées. Parce que nous sommes partis dans un temps antérieur à la réalité, nous n'agissons pas comme un tout intégré. À l'extérieur des cellules, il y a 1000 millions de récepteurs qui, en réalité, se limitent à capter des nouvelles informations. Un récepteur qui possède un peptide transforme la cellule de beaucoup de façons. Il provoque un torrent de réactions biochimiques dont certaines finissent par expérimenter des changements dans le noyau de la cellule. Quand je serai grande, je veux être photographe pareil que toi. Oh, Est-ce que c'est facile? si tu fais beaucoup de photos. Merci. Il est certain que toutes les cellules sont vivantes et elles ont toutes une conscience, surtout si nous définissons la conscience comme point de vue d'un observateur. Il y a toujours la perspective de la cellule. D'ailleurs, la cellule est l'unité de conscience le plus petit du corps. Enfin, il a mis 3 ans à se décider. Cet apéritif ne m'a pas plu du tout. Ça n'a pas été très abondant. Nous avons attrapé un président qui nourriture. Et que ça continue, que ça s'arrête pas. Super bon, comme ça. Oh, oui.
Ma définition de la dépendance est très simple. Il s'agit de quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. Ne me fais pas souffrir, s'il te plaît. Il arrive. Oh! Nous provoquons à nous-mêmes des situations qui répondent à nos caprices biochimiques des cellules de notre corps et qui satisfont nos besoins biochimiques. Cela m'arrive toujours à moi. C'est toujours pareil. Le dépendant a toujours besoin d'un peu plus pour pouvoir sentir l'euphorie, l'effet qu'il recherche par la chimie. Ne me dis pas que je me garde, t'es toujours en train de me Ma commander définition, en réalité, en vient à dire que si tu ne peux pas contrôler ton état émotionnel, c'est que tu es dépendant de lui. non, t'es dégagé, t'es foutu. Ce n'est pas sur ça que nous étions mis d'accord et vous n'allez pas m'embêter. Lisez le contrat. Si tu penses ne rien faire, je m'en charge moi-même. Madame, non, ne remettez pas la crevette que vous avez mordue dans cette sauce. Allez vous faire voir avec toutes vos règles hygiéniques. Je suis la sœur de la mariée et si j'en ai envie, je mettrai mes fesses dans cette sauce. Allez servir là-bas, faites en sorte que tout le monde ait des assiettes pleines. Hop, hop, hop. Allez, si tu ne penses à rien faire, je m'en occupe. Ne me criez pas dessus. Quand je serai grande, je veux être photographe pareil que toi. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la réalité? Comment peut-on savoir ce que c'est? Comment une personne peut-elle dire qu'elle est amoureuse d'une personne concrète, par exemple? Elle est seulement amoureuse de l'attente des émotions desquelles elle est dépendante. Car cette même personne pourrait perdre de son aura quelques jours plus tard si elle ne répondait pas aux attentes. Que Dieu m'entende. Cela ne transforme-t-il pas le paysage de notre perspective émotionnelle sur les nécessités personnelles et les identités? Amanda. Tu te rends pas compte ou quoi? Non. Vous n'avez pas bien compris la blague. C'est une blague de photographe. Continuez avec votre musique. Tu m'as filé une sacrée trouille. Tu te sens bien? Et que j'ai vu se marier avec ta belle-fille. Ah Quand? Là, maintenant. Moi, j'étais avec le marié. Hé, je vis sur les lèvres. Désolé. Et moi, j'étais avec le marié il y a un moment. Et il adore Paulette. Non. Où? Les Polonais. Avec le smoking, ils sont tous pareils. Toi, tu n'es pas polonaise, non? Bonjour. Merci. Tiens. Oh, merci. De rien. Je l'avais dans la bouche. Laisse tomber. Et comment tu t'appelles? Elliot, salut. Bon. Je suis Amanda. Salut, Amanda. C'est moi qui aurais dû te le demander. Oui. Tu fais beaucoup de photos de mariage?
Je déteste. Je recommence à utiliser mes mains. Je suis désolé. Nous sommes des émotions, et les émotions, c'est nous. Je ne peux pas séparer les émotions. Il faut tenir compte que les émotions, chaque étape de la digestion, chaque sphincter qui s'ouvre et se ferme, chaque groupe de cellules qui intervient dans l'alimentation et après s'en va, soigne quelque chose ou répare quelque chose. Que tout ça est sous l'influence des molécules de l'émotion. Tout est mélangé. Si vous me demandez si les émotions sont mauvaises, oh non, les émotions ne sont pas mauvaises, elles sont la vie. Elles apportent de la couleur à la richesse de nos expériences. Le problème, c'est notre dépendance. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte combien ils sont dépendants de leurs émotions. Ce n'est pas seulement quelque chose de psychologique, c'est biochimique. Regardez, l'héroïne utilise les mêmes mécanismes récepteurs des cellules que nos substances chimiques émotionnelles. De cette façon, il est facile de comprendre que si on peut devenir dépendant à l'héroïne, on peut aussi devenir dépendant à n'importe quel neuropeptide, à n'importe quelle émotion. Ça va les garçons? Ça va mon vieux? Qu'est-ce que vous voulez? Salut! Super Nana, C'est ça. tu du sexe. Chichi. Bon. L'ordre de recherche correspondant qui est mis en place est lié au fait de trouver un état émotionnel déterminé. Nous ne pouvons même pas diriger le regard sans impliquer un aspect émotionnel. Oh, dis donc, ne tombera pas loin de moi. Purée, quelle nana. Qu'est-ce que vous attendez là? Je ne sais pas, moi. Ah là là, c'est que moi. Allô, poule mouillée, on y va. Les mecs, je ne peux pas le croire. Quand vous êtes allés, allez, oust, écartez-vous des femmes purée. Bonjour, bonjour. Viens, ma chérie, on y va, tu sais ce que tu veux. Hein? Me regarde pas comme ça. Et que se passe-t-il avec les gens qui sont dépendants du sexe? Salut beau mec. T'as un pétard dans la poche, je sais que t'es content de me voir.
rien touché. C'est un équipement très cher, ok? Je veux entendre une polka, ok? Vous en mettrez une. Tous les gens veulent entendre de la polka. Un mariage polonais n'est pas un mariage sans polka. Non, ne touchez pas mon équipement, bordel! C'est impossible que dans un mariage polonais, il n'y ait pas de polka, bordel! Comme je l'ai dit avant, un mariage polonais n'est pas un mariage s'il n'y a pas de polka. L'esprit crée notre corps, littéralement. Tout commence dans la cellule. La cellule est une machine qui fabrique des protéines. Mais le signal arrive du cerveau. Une des caractéristiques des récepteurs, c'est qu'ils changent de sensibilité. Si les récepteurs d'une drogue ou d'un flux interne déterminé, pendant une longue période, expérimentent un bombardement intense, ils se rétracteront littéralement. Il y en aura moins, ou ils seront connectés de telle façon qu'ils seront insensibilisés, ou ils seront réduits en nombre. C'est pourquoi la même quantité de drogue ou de flux interne provoquera une réaction bien moindre.
Si l'on bombarde la cellule avec la même attitude et avec la même substance chimique sans arrêt, tous les jours, quand finalement cette cellule se décide à se diviser, quand elle produit une cellule sœur ou fille, la nouvelle cellule aura plus de récepteurs pour ces neuropeptides émotionnels concrets et moins de récepteurs pour les vitamines, les minéraux, les nutriments et l'échange de flux, et même pour l'élimination de déchets ou toxines. Le vieillissement est le résultat d'une production de protéines incorrecte. Que nous arrive-t-il lorsqu'on vieillit? La peau perd de l'élasticité, vu que l'élastine est une protéine. Qu'arrive-t-il aux enzymes? Nous ne digérons pas bien. Qu'arrive-t-il aux synovies? Ce sont des protéines qui deviennent fragiles et rigides. Qu'arrive-t-il aux os? Ils s'affaiblissent. De cette façon, le vieillissement est le résultat d'une production incorrecte de protéines. La question qui se pose alors est, est-ce vraiment important ce que nous mangeons? La nutrition a-t-elle en réalité un effet quelconque si la cellule n'a même plus de récepteurs après 20 ans d'abus émotionnels qui reçoivent ou laissent passer les nutriments dont elle aura besoin pour être saine? Très bien, mes amis, le moment est venu de corriger la direction de notre voyage, du parcours de notre aventure. Et cette correction de trajet est le mouvement vers un nouveau modèle. Il s'agit simplement d'un élargissement de l'ancien. On dit que l'univers est plus grand que ce que l'on pensait selon notre modèle. Et il est toujours plus grand que ce que l'on pense. Je te déteste. Ça donne de quoi penser, n'est-ce pas? Si la pensée fait cet effet à l'eau, quel effet auront sur nous les pensées? Personne n'est jamais venu te démontrer qu'il possède une bonne et intelligente connaissance de ton superbe moi. Comment agis-tu de l'intérieur vers l'extérieur? Pourquoi as-tu des dépendances? Parce que tu n'as rien de mieux. Tu n'as jamais rêvé de rien de meilleur, parce que jamais personne ne t'a montré comment rêver mieux. Je crois que tu es méchant. Non, non, je ne crois pas que tu sois méchant. Je crois que tu es gentil. Non, je ne crois pas que tu sois gentil non plus. Je crois que tu es Dieu. En général, le champ de la psychiatrie ne permet pas assez de liberté d'action de la part des gens. Je m'explique. Énormément de problèmes, pas tous il est vrai, mais beaucoup de problèmes qui ont été catalogués comme psychologiques ne sont pas plus que des mauvais choix des gens. On devrait montrer à ces gens comment faire d'autres choix. Je peux... Waouh!
Un peu de dentifrice? Merci. Quand je dis qu'on disparaît, je ne veux pas dire qu'on disparaisse physiquement. Ce que je veux dire, c'est que nous partons de l'ère du cerveau qui est en relation avec la personnalité, qui est en relation avec les gens, avec notre relation, avec les endroits, les choses, le temps et les événements. Nous cessons d'exister dans les centres associatifs du cerveau qui affirment notre identité, qui réaffirment notre personnalité. La typique personne qui vit sa vie et la considère ennuyeuse et monotone le fait parce qu'elle n'a pas essayé d'obtenir des connaissances et des informations qui puissent la stimuler. Les gens sont tellement hypnotisés par l'entourage, au travers des médias, de la télévision, de ceux qui créent des idéaux que tout le monde essaie d'atteindre. Finalement, ces personnes ne peuvent pas se réaliser au niveau physique et en accord avec les définitions de beauté et de valeur, parce que ce ne sont que des illusions vaines auxquelles tout le monde finit par se rendre pour vivre une vie dans la médiocrité. Et peut-être vit-on cette vie, mais pas notre âme, bien au contraire. Nos désirs ne sortiront peut-être jamais à la surface pour être transformés en autre chose. Mais si le désir sort à la surface, et si on se demande s'il y a quelque chose d'autre, et le pourquoi de notre existence, l'objectif de notre vie, notre direction, le futur après la mort, c'est alors que l'on commence à se poser ces questions. Et nous flirtons alors et interagissons avec l'idée que peut-être nous souffrons une crise nerveuse. Mais en réalité, la vérité, c'est que les vieux concepts de notre vision du monde commencent à s'effondrer. En ce qui concerne le cerveau, nous sommes sur un terrain totalement vierge. Et c'est pour cela que nous créons de nouvelles connexions en connectant le cerveau de façon littérale à un nouveau concept. En dernière instance, cela nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu changes ton esprit, prendras-tu d'autres décisions? Si tu prends d'autres décisions, cela te changera-t-il la vie? Pourquoi ne puis-je pas changer? De quoi suis-je dépendant? Quelle dépendance chimique vais-je perdre? Quelle personne, lieu, chose, moment ou événement auquel je suis dépendant vais-je perdre sans le vouloir à cause d'une expérience chimique non réalisée? De là dérive le drame humain. Amanda, c'est Bob. Je t'appelle pour te dire que j'espère que cette nuit tu viendras. J'ai très envie de te voir. Je veux parler avec toi. Tu sais que nous pouvons arranger les choses. Celle-ci est la seule planète habitée de la Voie lactée, qui est enfouie dans une grande subjugation, celle de la religion. Et savez-vous pourquoi? Parce que les gens ont établi ce qui était bien et ce qui était mal.
Si je fais cela, Dieu me punira. Si je fais cette autre chose, j'aurai une récompense. Il s'agit d'une description très pauvre qui essaye de planifier un chemin de vie que nous devons suivre, mais avec des résultats déplorables parce que le bien et le mal n'existent pas. De cette façon, nous jugeons les choses d'une façon trop superficielle. Cela veut-il dire que tu es là pour le péché, le libertinage et la dépravation? Non. Cela veut juste dire que tu dois améliorer l'expression et la compréhension des choses que tu affrontes. Je sais qu'avec certaines des choses que je fais, j'évoluerai, et qu'avec d'autres, non. Mais il ne s'agit pas du bien ou du mal. Il n'y a aucun Dieu qui attend d'avoir fait telle ou telle chose pour te punir. Il n'y a aucun Dieu qui condamne les gens. Tout le monde est Dieu. En même temps, Dieu est une sorte de béquille pour ces parties de notre expérience du monde qui sont d'une certaine façon transcendantaux, d'une certaine façon sublimes. Je n'ai aucune idée de ce qu'est Dieu. Même ainsi, selon mon expérience, Dieu existe-t-il? Il y a quelque chose de très réel dans cette présence appelée Dieu. Même si je n'ai aucune idée de comment le définir ou sur comment le voir comme une personne ou une chose, je suis incapable de le faire. Demander à un être humain qu'il explique qu'est-ce que Dieu, cela ressemble à demander à un poisson qu'il explique l'eau dans laquelle il nage. Dieu est une superposition de l'esprit de toutes les choses. Chaque personne est un Dieu en pleine création et doit suivre ce chemin. Mais un jour venu, elle devra vouloir l'abstrait autant que l'état de dépendance. La seule façon d'arriver à être bon avec soi-même n'est pas au travers de ce que l'on peut bien faire avec son corps, mais de ce que l'on peut faire avec son esprit. De cette façon, si nous structurons consciemment notre destin, si consciemment, depuis un point de vue spirituel, nous sommes d'accord de dire que nos pensées peuvent affecter la réalité et notre vie, parce que la réalité, c'est la vie, et donc, quand je construis ma journée, je fais une sorte de pacte. Je dis, je prends ce temps pour me construire ma journée. Et j'influencerai le champ quantique. Si réellement l'observateur est sans arrêt en train de voir comment je le fais, et en moi il y a un aspect spirituel, fais-moi un signe pendant la journée. Comme quoi tu as fait attention à certaines des choses que j'ai créées, et fais-le arriver d'une façon à laquelle je ne m'attends pas. Fais que je sois surpris de ma capacité d'expérimenter ces choses-là, et fais-le de telle façon qu'il n'y ait aucun doute qu'ils viennent de toi. Le cerveau peut faire des centaines de choses différentes. Les gens devraient savoir qu'ils sont incroyables en réalité et que leurs esprits sont incroyables. Ils ont donc dans la tête quelque chose d'incroyable qui peut faire plein de choses pour eux, mais aussi les aider à apprendre et peut les changer, les adapter et les convertir en quelque chose de meilleur que ce qu'ils sont en réalité. Cela peut aussi nous aider à nous dépasser nous-mêmes. Peut-être existe-t-il une façon de nous transporter à un niveau supérieur de l'existence dans lequel nous pourrions comprendre le monde d'une façon plus profonde, dans lequel nous pourrions comprendre nos relations avec les choses et les gens avec plus de profondeur, afin que nous-mêmes et notre monde ayons plus de sens. Nous pouvons démontrer que dans notre cerveau, il y a une partie spirituelle à laquelle nous avons accès nous-mêmes. Nous devons formuler ce que nous voulons et nous concentrer beaucoup là-dessus. Nous centrer et y mettre toute la conscience nécessaire pour que nous puissions perdre la notion de nous-mêmes, perdre la notion du temps,
perdre la notion de notre identité. Au moment le plus fort de concentration sur cette expérience, nous perdrons la notion de nous-mêmes et la notion du temps, et cette image sera la seule réelle. Nous avons tous vécu cette expérience au moment où nous avons décidé que nous voulions quelque chose. Ça, c'est de la physique quantique pure. C'est la manifestation de la réalité. C'est l'observateur en pleine action. Ta conscience influence les personnes qui sont autour de toi. Elle a une influence sur les propriétés matérielles. Elle influence ton futur. Tu participes à la création de ton avenir. Fais-moi un signe comme quoi tu as fait attention à une des choses que j'ai créées. Et fais-la arriver d'une façon à laquelle je ne m'attends pas. Fais que je sois surpris par ma capacité d'expérimenter ces choses. Et fais-le de telle façon qu'il n'y ait aucun doute possible sur le fait qu'elles viennent de toi. Que devons-nous faire? Où allons-nous? Ta conscience influence ton entourage. Tu participes à la création de ton avenir. Le cerveau peut faire des milliers de choses différentes. Des milliers de choses différentes. Vous êtes-vous déjà vu avec les yeux de quelqu'un d'autre qui est vous-même? Une initiation incroyable. Avez-vous déjà pris le temps de vous observer avec les yeux de l'observateur suprême? Je suis beaucoup plus que ce que je crois que je suis. Je peux même être beaucoup plus que cela. Je peux influencer mon entourage et les personnes. Je peux influencer l'espace. Je peux influencer l'avenir. Je suis responsable de toutes ces choses-là. L'entourage et moi, nous ne sommes pas séparés. Nous formons un tout. Je suis connecté à tout. Je ne suis pas seul. Savoir que l'univers est en relation constante, que nous sommes tous interconnectés, que nous sommes tous connectés à l'univers à un niveau plus basique, je crois que c'est la meilleure explication à la spiritualité. Moi, je pense que nous sommes tous ici pour développer le don d'exprimer des intentions et pour apprendre à être des créateurs pour de vrai. Nous sommes ici pour être des créateurs. Nous sommes là pour infiltrer dans l'espace des idées et des constructions de pensée. Nous sommes ici pour faire quelque chose dans cette vie. Connaître le moi quantique, connaître le lieu dans lequel tu puisses choisir pour de vrai, connaître l'esprit. Quand ce changement de perspective a lieu, nous disons que cette personne a été illuminée. La mécanique quantique permet au phénomène intangible de la liberté de s'entrelacer avec la nature humaine.
La physique quantique. Pour l'expliquer, très brièvement, c'est une physique des possibilités. Elle pose surtout la question suivante. Quelles sont les possibilités et qui sont ceux qui choisissent parmi ces possibilités pour nous offrir l'expérience réelle? La seule réponse satisfaisante, logique et signifiante est que la conscience est la base de tous les êtres. Nous devons nous battre pour la connaissance, sans que nos dépendances n'interviennent. Et si nous pouvons le faire, nous soulignerons la connaissance et la réalité de nos corps, en ferons l'expérience d'une nouvelle façon, avec une nouvelle chimie, de nouveaux hologrammes, des nouveaux lieux de pensée, plus loin que nos rêves les plus sensationnels. Un jour, nous arriverons tous au niveau des avatars que nous avons lus dans l'histoire, les Bouddhas et les Jésus. Bienvenue au royaume des cieux, sans jugement final, sans haine, sans preuve, sans rien. Le simple fait que nous soyons là a permis à cette réalité que nous appelons réelle, depuis le pouvoir de l'intangibilité, à arracher l'action et le chaos de l'inertie et lui donner une forme. C'est ce que l'on appelle la matière. Comment peut-on mesurer les effets? Il faut commencer à vivre la vie et voir alors si quelque part dans la vie, quelque chose a changé. Et si c'est le cas, nous nous convertirons en scientifiques au travers de nos vies. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Ne le croyez pas sans raison. Essayez et voyez vous-même si c'est la vérité. Hé, vous êtes de retour? Je suis revenue. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle question? Jusqu'où vous voulez aller? Dans le fond du terrier? Pensez-y un moment. Je m'appelle David Albert. Je suis docteur en physique théorique. Moi, j'ai étudié la biochimie à l'université Rogers et après, j'ai été à la faculté de chiropractie de l'université Live à Atlanta, en Géorgie. J'ai fait des études supérieures d'anatomie et physiologie, de neurochimie, de neuropsychologie et de génétique. Moi, j'étudie la physique quantique. Parfois, je donne des cours. J'ai écrit un livre sur la physique quantique et beaucoup d'autres dans lesquels j'explique la signification de la physique quantique. Après avoir eu mon doctorat à Harvard, j'ai été au CERN, un laboratoire européen de recherche sur les particules. Et ensuite, j'ai donné des cours à l'université de Stanford. J'ai travaillé sur la recherche de théories unifiées sur le champ quantique. J'ai environ 100 travaux publiés. Mais on me connaît plus pour la découverte de la grande théorie unifiée de symétrie absolue appelée SU5.
Je gagne ma vie comme anesthésiste. Et tous les jours, pendant que j'endors mes patients, je me demande où ils vont. Et surtout, pourquoi ils sont là. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à l'anesthésie et l'étude de la conscience. Je m'appelle Miol Lewis et j'ai consacré presque toute ma vie à donner des cours de théologie. Moi, je suis le docteur Daniel Monti. Je suis physicien et je suis spécialisé en psychiatrie et comportement humain. Je travaille à la faculté de médecine de Jefferson. Je me suis beaucoup intéressé à l'étude du cerveau et à la spiritualité parce que le tout est en étroite relation avec de nombreuses questions que je me posais quand j'étais enfant sur la réalité, sur comment nous comprenons la vérité et sur ce qui est réel. Au fur et à mesure que je grandissais, je me rendais compte que la spiritualité était, dans un certain sens, une partie très importante pour essayer de trouver ces réponses et que la science était cruciale. Ainsi donc, finalement, j'ai cherché une façon d'unifier ces deux forces. Je m'appelle Candace Pert et je suis professeure de la faculté de médecine de Georgetown. Nous avons filmé de grands penseurs. Toutes les personnes de cette salle sont des grands penseurs. Et maintenant qu'ils sont en train de réfléchir devant nous, c'est toujours un piège, non? Je dois préciser que je suis toujours étudiant en physique. Je ne suis pas encore un physicien théorique comme il se doit. Mais si la chance me sourit et que je continue à me tuer au travail, à résoudre des problèmes, à passer des examens, ce que j'espère, c'est pouvoir appliquer par la suite la théorie quantique fondamentale au processus d'information quantique. Et je me suis dit que si je n'étais plus le chef du département, que si j'abandonnais tous les comités professionnels, que si je laissais tous les comités gouvernementaux, j'aurais du temps pour travailler. Alors, j'ai renoncé à tous les postes de décision. Mais il faut bien sacrifier quelque chose. Par contre, j'ai dû conserver mon travail principal pour pouvoir maintenir ma famille. Je suppose que vous voulez savoir comment les scientifiques ont l'air d'être aussi fous, parce que moi, je dois ressembler à un fou. C'est une question intéressante. Si tu consacres presque tout ton temps à la science, très au sérieux et suffisamment en profondeur, et si cela ne devient pas le plus important dans ta vie, c'est que tu n'as rien compris.
Les personnes interviewées et les réalisateurs ne sont pas obligatoirement d'accord avec toutes les opinions émises. Être d'accord n'est pas une nécessité. Chacun est libre de penser par soi-même. Que sait-on vraiment de la réalité ?